Bonjour à tous. Alors, petite remarque initiale, dans un monde parfait, j'aurais dû bénéficier d'une journée de congé, mais les producteurs m'ont dit non, il n'en est pas question, il faut travailler, donc je travaille. Deuxième chose, je dois vous dire que je hais cordialement, mais profondément, les scénaristes, parce qu'aujourd'hui, je dois traiter d'un des textes les plus compliqués de l'histoire de la philosophie au début du XXe siècle. Euh, et, et donc, il va falloir s'accrocher aux branches. Je veux parler de la cinquième méditation cartésienne de Husserl. Alors, Husserl, nous l'avons déjà croisé plusieurs fois. Euh, à chaque fois, je me suis contenté de quelques touches parce que, euh, parce que ma foi, c'est vraiment un auteur difficile. Et je pense qu'en terminale, c'est peut-être pas le bon auteur. Mais bon, tant pis, les scénaristes ont dit tu fais ça, je fais ça. Alors, que se passe-t-il dans les méditations cartésiennes? Dans les méditations cartésiennes, Husserl essaie de refaire le geste de Descartes. Le geste, je dis bien, pas la démarche de Descartes, le geste, c'est-à-dire l'idée d'Husserl, c'est de fonder toute forme de connaissance. Alors, nous avons déjà trouvé Husserl lorsque nous nous sommes posé la question de savoir à quoi ça pouvait bien servir de lire Descartes. Et je vous avais dit qu'Husserl avait fait une objection à Descartes en disant, eh bien, c'est bien gentil, mais il y a une chose qui échappe au doute, qui n'est même pas objet de doute, qui n'entre même pas dans l'horizon d'un doute possible, c'est non pas les résultats de la mathématique, mais la mathématique elle-même comme système de connaissance. L'idée que le raisonnement géométrique est la forme parfaite de toute connaissance certaine, ça c'est l'idée qui structure Descartes, mais elle n'est jamais mise en doute dans la première et la deuxième méditation. Ça ne fonctionne pas, ça n'est pas douteux pour Descartes. Or, Husserl dit, eh bien, si je veux être cohérent avec la démarche cartésienne, de cela même je dois douter. C'est-à-dire que je n'ai pas à ma portée, je ne peux pas, je ne dois pas avoir à ma portée une espèce de grille herméneutique, de grille de compréhension de ce qu'est la connaissance, qui me permette de juger de toute forme de connaissance. Je pense savoir ceci ou cela. Descartes nous dit je pense le savoir, mais en fait, quelle certitude ai-je que c'est vrai ou que ça n'est pas vrai? Eh bien, lorsque je vais reconstruire le monde, moi Descartes, je vais utiliser cette grille géométrique, cette grille déductive qui va me permettre d'asseoir un certain nombre de certitudes. Bon, eh bien, chez Husserl parle du principe, dans les méditations cartésiennes, que nous n'avons pas cette grille. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, toutes les méditations, jusqu'à la cinquième, donc 1, 2, 3, 4, si je compte bien, les 4 premières méditations vont dégager, comment dirais-je, ce qu'est la méthode phénoménologique. Bon, alors, un gros mot dont je vous ai déjà parlé, et là je suis obligé en 2 minutes 30 secondes et quelques centièmes, si je dépasse, je suis obligé de vous présenter ce qu'est la méthode phénoménologique. Eh bien, ça consiste, j'allais dire, eh bien c'est simple, non, j'enlève le c'est simple. Ça consiste à essayer
de percevoir, pas de comprendre, attention, pas de comprendre, parce que si j'essaie de comprendre, c'est que j'ai déjà une structure cognitive apte à comprendre. Donc ça, Husserl dit non, allons jusqu'au bout. Donc, c'est la manière dont je vais me rapporter au monde sous comment dirais-je, sous un jour particulier, à savoir le fait que le monde m'affecte. Oui, nous sommes dans le monde, nous existons dans le monde, et ce monde nous affecte. Je sais pas, moi, en ce moment, il fait très bon, c'est sûr que le monde m'affecte parce que j'ai pas de pull. Bon, on peut partir de là. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Husserl nous dit ces affections vont jouer dans ma conscience comme modification de cette conscience. Alors cette modification, elle est extrêmement riche, elle est pluriforme. Et comment je vais connaître? Eh bien, je vais connaître en réduisant autant que faire se peut, ces flux de conscience par concentration sur un objet. Alors, dans un autre texte, mais là aussi je vous en ai parlé très brièvement, permettez que j'y revienne un peu, dans un autre texte, Husserl parle de sa tasse de café. Sa tasse de café, je vais réduire mon flux de conscience qui est beaucoup trop riche. D'une certaine manière, j'en sais toujours déjà trop. Moyennant quoi, ce déjà trop, il va quand même falloir que j'exerce une purification de ce déjà trop. Donc j'en sais déjà trop sur cette tasse de café, donc je vais réduire autant que faire se peut ma visée intentionnelle, allez, on parle chinois, ma visée intentionnelle de cette tasse de café jusqu'à ce que ma conscience ne soit plus que l'enregistrement de ce flux perceptif, pas intelligent, perceptif, ce flux perceptif de la tasse. Moyennant quoi, je vais peut-être pouvoir faire parvenir à cette tasse dans la distinction qu'elle a de toute autre tasse. Elle est une et unique, c'est ma tasse de café. Bien. Alors, on va dire que la phénoménologie, on a compris. Et donc, puisqu'il va falloir quand même qu'on entre dans notre problème de l'altérité, donc, arrivé à la 5e méditation, question qui se pose, autrui. Alors, premier point, chez Husserl, autrui est perçu comme un alter ego. Bon, très bien. Un autre moi. Oui, mais moi, c'est quoi? Et donc là, Husserl va parler de couche d'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'une couche d'appartenance? Eh bien, c'est la réduction du monde à ce qui m'appartient. Non pas à ce qui m'appartient, parce que, au sens trivial du terme, parce que j'ai acheté mon lopin de terre, au sens de ce qui m'est propre. Le monde réduit à ce qui m'est propre, c'est-à-dire à ce flux de conscience qui est moi. Ce moi transcendantal, ce moi au-dessus de toute expérience possible, eh bien, c'est ce moi qui est constitué par ce flux de conscience. Et ce flux de conscience délimite d'une certaine manière ce que Husserl va appeler la couche d'appartenance. La couche d'appartenance, c'est ce qui me constitue et en même temps ce qui constitue le monde comme monde qui est mien. Mien, pas, encore une fois, pas parce que j'ai fait une OPA dessus, mais qui est mien parce que je le constitue comme le monde dans lequel je vis, dans lequel j'existe. C'est en ce sens-là qu'il est mien. Regardez autour de vous, tous les objets qui vous entourent maintenant constituent le monde qui est vôtre, qui est absolument vôtre, qui n'est pas un monde commun.
Pourquoi? Parce que n'importe quel objet que vous allez toucher dans votre, dans votre vie quotidienne, eh bien cet objet, même si c'est un objet industriel fabriqué à 100 millions d'exemplaires, il n'empêche que cette fourchette, c'est bien celle que vous utilisez tous les jours, chez vous. Vous voyez que simplement ça, c'est ça la sphère d'appartenance. La sphère d'appartenance, c'est que il y a une constitution d'un monde de mon existence. J'habite un certain monde, c'est un monde de l'habitude, c'est un monde usuel, etc., etc. Et ce que Husserl va ajouter, c'est que autrui, cet alter ego, a une espèce de particularité, eh bien c'est qu'il me fait faire l'expérience réelle de ce qui m'est étranger. De ce qui m'est étranger. Cette notion d'étrangeté est, que Husserl ne reprendra pas, mais je vais essayer de l'expliquer mieux. Si le monde que j'habite est toujours mon monde, pourquoi? Parce que tout ce qui constitue ce monde, à travers ma conscience, a, je vais dire, une coloration singulière. Encore une fois, prenons l'exemple du repas familial. Les assiettes, même les jours, les assiettes bas de gamme, les couverts, etc., il n'empêche que ce sont les assiettes qui ne sont pas les mêmes que celles du voisin, même si le voisin a acheté absolument les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, je ne fais pas, dans ce rapport de... Alors, pas de connaissance, on n'y est pas encore. Mais dans ce rapport vivant avec ce qui m'entoure, avec le monde, d'une certaine manière, alors là, je glose un peu Husserl, hein, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais enfin, c'est comme ça qu'on va s'en servir. Dans ce monde qui m'entoure, que produit l'existence d'autrui? Eh bien, il produit cet effet d'étrangeté. Il y a un effet d'étrangeté, mais étrangeté, non pas qu'autrui est étrange, bizarre, curieux, version bête de foire. Non, il produit cette expérience de l'étrangeté, c'est l'expérience que je fais d'un monde où quelque chose n'est pas mien. Quelque chose n'est pas mien. Je ne peux pas faire mien autrui. Donc, il y a cette expérience réelle d'étrangeté. Mais comment vais-je atteindre autrui? C'est là une des limites de la pensée d'Husserl, c'est que de toute façon, je n'atteins autrui que par modification de ma conscience. Et oui, puisque c'est le seul moyen que j'ai de me rapporter à ce qui, j'allais dire, à ce qui n'est pas moi, même pas. C'est le seul moyen que j'ai de me rapporter à quelque chose, même si ce quelque chose, c'est moi. D'accord? Donc, Husserl va avoir des formules assez curieuses. Par exemple, l'autre est une modification de mon moi. Je constitue l'autre dans mon ego, dans ce moi transcendantal, je le constitue comme un moi transcendantal étranger. Étranger. Donc, vous voyez, il y a d'entrée de jeu ce tropisme que j'ai souligné, parce que heureusement les Écritures nous donnent un tel, la Bible, pardon, nous donne un tel contrepoids que ça souligne très fortement ce tropisme philosophique de moi-même comme centre. Mais là, Husserl va le jouer jusqu'au bout. Autrui, c'est une modification de moi-même. Le lien, la présence même d'autrui, c'est une modification de moi-même. Alors, comment ça va se produire? Alors, premier point, très important,
et là Husserl insiste en disant ce qui m'est d'abord donné, c'est un corps. Mais attention, il faudrait traduire plus précisément une chair, pas un conglomérat physico-chimique. Autrui, c'est d'abord un corps, c'est d'abord une chair. Mais pourquoi c'est d'abord une chair? Tout simplement parce que moi, je suis d'abord une chair pour moi-même. Là, nous ne sommes pas dans une espèce d'idéalisme échevelé. Je suis d'abord moi une chair. Et s'il y a un monde qui existe, si je peux, par exemple, si je peux regarder ma tasse de café, ben c'est bien par mes yeux que ça se passe. Là, il y a une rupture avec Descartes qui est très nette, et avec toute l'histoire de la philosophie qui rejette l'essence. Alors, ça ne veut pas dire que Husserl va prendre l'essence, les données d'essence de manière brute et sans critique, mais ça signifie simplement que s'il y a possibilité de penser, de connaître, c'est bien parce que c'est dans une chair que cette possibilité va d'abord se réaliser. D'abord se réaliser, ça ne signifie pas que c'est gagné d'avance, mais elle va d'abord se réaliser dans une chair. Et donc c'est dans cette chair mienne qu'autrui se présente en chair et en os. Qu'autrui se présente en présentant sa chair. Et Husserl va employer va employer non pas une image, mais une analogie, si on veut. Il va dire, eh bien, lorsque je perçois un objet, quel qu'il soit, en fait, je perçois, on va dire, on dirait aujourd'hui en 2D. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce que je vois. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière ce que je vois. En revanche, en voyant un objet, ce qui se passe en moi réellement, eh bien, c'est alors d'imaginer, de penser, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, cet objet que je vois de manière frontale, je le vois en 3 dimensions. Et donc, il y a bien dans cet objet une face que je ne vois pas, certes, mais qui adhère à cet objet, qui est cet objet lui-même. Eh bien, c'est exactement ça le corps d'autrui. La chair d'autrui. Je vois la chair, mais en fait, Husserl nous dit, attention, je vois ce que je vois, enfin ce que je vois, entendons-nous, hein, la vue, il faut prendre ça au sens métonymique, la partie pour le tout. Ce que je vois, c'est effectivement autrui. Lorsqu'il se présente à moi, il se présente à moi dans sa chair, mais ce que je vois, ce qui est l'objet de mon expérience la plus réduite, on va dire, au sens qu'on a vu au début de cette vidéo, ce qui est mon expérience la plus réduite, c'est bel et bien autrui. Je ne vois pas simplement un composé physico-chimique qui a de fortes chances d'être à peu près le même que le mien. Non, c'est pas ça ce que je vois. Ce que je vois, c'est vraiment autrui. Donc, vous voyez, alors, là, Husserl va utiliser l'idée d'une espèce de, comment dirais-je, de surcroît, de surcroît de données par rapport à la perception immédiate. Une perception immédiate contient toujours une espèce de surcroît, de surplus de données qui n'est pas dans la perception immédiate, mais qui est dans la perception réduite, parce que si je réduis, je vais me retrouver avec... Enfin, cette réduction va faire apparaître ce surcroît. Et ce surcroît, là pour le coup, avec autrui, il va jouer magnifiquement, puisque, encore une fois, je ne suis pas en présence d'un composé physico-chimique, je suis réellement en présence d'autrui. Bien. Alors, deuxième point, Husserl va... Alors là, ça devient... c'est pour ça que je hais le scénariste, parce que c'est très compliqué. Husserl va
envisager la question de la coexistence, l'intersubjectivité transcendantale, etc. Alors là pour le coup, alors, petite parenthèse, bon, vous ne passez pas le bac, tant pis pour vous, mais vous comprenez bien que là, Descartes avec le cogito ergo sum, c'est un peu du menu fretin. Vous sortez dans une dissertation intersubjectivité transcendantale et Husserl à côté, vous comprenez bien que là c'est le 25 sur 20 assuré avant même que vous n'ayez écrit un traître mot. Bon, donc on va essayer de comprendre. Alors, comment est-ce que Husserl va procéder? Alors, il va procéder d'une manière rigoureuse. Si le corps, si c'est le corps, enfin la chair, si c'est la chair qui se présente à moi, mais exactement comme ma propre chair se présente à moi-même, ça va signifier que je vais pouvoir utiliser une analogie spatiale. Et je vais pouvoir l'utiliser, cette analogie, dans, j'allais dire, deux crans. Premier cran, l'analogie spatiale, c'est un vieux machin qu'on tient d'Aristote. Le lieu établit une distinction dans la matière. C'est-à-dire qu'un corps occupe un lieu et nul autre corps ne peut occuper le même lieu au même moment et de la même manière. Bon, ça c'est du Aristote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce corps qui est mien, faites ce que vous voulez, hein, mais vous ne serez jamais à la place où je suis au même moment, de la même manière. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Si je sors de ma bibliothèque et que vous entrez dans ma bibliothèque, vous allez prendre ma place. Vous allez prendre ma place, mais ça n'est pas ma place. D'accord? Donc, il y a bien, la philosophie a cette tradition du lieu comme permettant de distinguer les choses. Bien. Mais deuxième cran, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Husserl nous dit, d'une certaine manière, et là encore recours à une analogie, qu'est-ce qui se passe quand je vois un objet? Je le vois selon un angle de vue. Je peux tourner autour de cet objet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une modification de cet angle de vue de cet objet, mais c'est toujours un et un seul objet. L'objet, lui, il est ce qu'il est. Ce qui est modifié, c'est ce flux de conscience qui est mien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce que nous appelons la coexistence ou l'intersubjectivité transcendantale? Eh bien, Husserl va utiliser cette idée de l'objet autour duquel on tourne en disant, eh bien, le monde c'est cet objet, le monde de la coexistence, c'est cet objet, mais il est vu par X point de vue. C'est-à-dire, il est vu par des points de vue différents, exactement comme lorsque je tourne autour d'un objet. Et je vais dédoubler, moi, Husserl, je vais passer un cran, et je vais dire, qu'est-ce que c'est qu'autrui? Eh bien, autrui, c'est moi qui suis ici. Autrui, c'est comme si j'étais là-bas, c'est-à-dire à sa place. Bien sûr que je ne pourrais jamais y être, en vrai. Mais je peux définir autrui à partir... Alors, est-ce que ça fonctionne? Pas trop bien, mais tant pis.
je définis à ce moment-là, Husserl fait une espèce comment dirais-je, de mouvement intérieur de la réflexion pour ne pas définir autrui à partir de moi-même et seulement à partir de moi-même. On se souvient, hein, autrui, c'est moi, c'est une modification de mon moi. C'est introduire en moi un moi étranger. Bon, oui, mais c'est encore moi. Et là, Husserl trouve une espèce de parade à ce solipsisme en disant, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous coexistons. Et cette coexistence, je peux l'apercevoir comme la coexistence que je vais faire jouer dans le jeu ici, là-bas. Moi, je suis ici, je suis toujours ici. Du point de vue du langage, ici, c'est ce qui me caractérise. D'accord Eh bien, autrui, il est là-bas. Et donc, je comprends. Je comprends que autrui, c'est moi comme si j'étais là-bas. Comme si j'étais là-bas. Et donc, le corps de l'autre, nous dit Husserl, c'est, enfin la chair de l'autre, c'est la chair, mais sous le mode du là-bas, sous le mode de cet autre point de vue sur le monde. Alors, tout ça va va se condenser à la fin de la 5e méditation, quand Husserl va faire référence à Leibniz. Bon, oui, je devrais faire un cours sur Leibniz. Bah tant pis, vous l'aurez pas. Enfin, j'espère que nos scénaristes n'auront pas cette idée idiote. Mais en bref, Leibniz pense le monde de manière monadologique, c'est-à-dire que nous sommes des monades sans porte ni fenêtre, mais nous sommes des monades et nous sommes coexistants. Nous sommes coexistants et donc nous sommes une infinité de possibilités. Chaque monade est une infinité de possibilités, mais toutes ces possibilités ne peuvent pas être réalisées au même moment. Alors, traduction traduction de la traduction de Husserl, elles sont compossibles. Elles sont possibles ensemble, mais ce possible ensemble n'est pas mathématiquement le résultat de la multiplication d'une infinité par l'infinité. Et infiniment de fois. Enfin, si on fait de la... si on essaie de faire de la statistique, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Ben ça non, dit Leibniz, c'est un être de raison. Qu'est-ce qui est réel? Ce qui est réel, c'est que ces infinies possibilités que chaque monade ait, ces infinies possibilités ne sont jamais réalisées ensemble infiniment. D'accord? Donc, cette idée que ce nous transcendantal, Husserl va utiliser le terme, qu'est-ce que cette idée d'un nous transcendantal? C'est d'une certaine manière un commentaire extrêmement moderne de Leibniz en disant, eh bien, le monde qui est le monde de la coexistence, en fait, c'est le monde de ces points de vue, ici, là-bas. L'autre, c'est toujours le point de vue, mais de là-bas, non pas d'ici, parce que seul moi, je suis ici. L'autre, même s'il est juste à côté, il n'est pas ici, il est à côté. Le langage est très net. Il n'est pas ici, il est à côté. Même s'il est tout proche, c'est un autre point de vue. Donc cet autre, moi, Husserl, je le perçois comme moi-même étant là-bas. Moi-même, comme si je me déplaçais et j'étais là-bas. Et donc, on retrouve cette vision de Leibniz, c'est-à-dire que c'est les moi transcendantaux que nous sommes coexistent sous la forme d'un nous transcendantal dans la mesure où tous ces moi que nous sommes se rapportent, vivent, existent dans un et un seul monde. Cet un et un seul monde, c'est le tissage
allez, disons ça comme ça, c'est le tissage de ces différents lieux, de ces différents points de vue, qui sont tous absolument uniques, de ces différents points de vue sur un même objet, ce même objet étant le monde. Bon, ben oui, allez, on va dire qu'on a fini avec Husserl. Alors, très rapidement, parce que je pense que cet épisode a duré un peu trop longtemps, très rapidement, il faut que nous arrivions... quelles sont les critiques qu'on va faire à Husserl? Premier point, oui, autrui existe, ça, très bien, chez Descartes, il fallait le prouver, chez Husserl, on n'en a pas besoin, il est là, il est toujours déjà présent, ça c'est très important. Problème, qui est-il? Est-ce que la cinquième méditation ne déboucherait pas sur une espèce d'aporie? Certes, nous coexistons, mais dans la vraie vie, j'ai jamais autrui. Qu'est-ce que je construis là avec mon histoire de point de vue et mon histoire d'ici là-bas? Ben, je construis finalement un être autrui avec lequel je ne vis jamais vraiment. Souvenons-nous de la tasse de café. La tasse de café, lorsque Husserl prend cette tasse de café dans les idées pour... les idées, bon, on appelle ça comme ça, pas grave. Quand Husserl prend cette tasse de café, c'est bien cette tasse-ci dont il faut avoir une connaissance possible. Si je suis rigoureux, moi, Husserl, je dois dire que je ne dois pas viser une tasse de café. Qu'est-ce qu'une tasse de café? Non, une tasse de café n'existe pas. Ce qui existe, c'est celle dans laquelle je bois mon café. Voilà ce qui existe. Autrui, c'est jamais autrui. C'est cet homme, cette femme, qui est là, présente dans sa chair. Donc, ça, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un point de butée chez Husserl, me semble-t-il, parce que, bon, je sais, c'est les fanatiques d'Husserl parmi vous vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, et d'ailleurs, ils ont dû les avoir depuis le début, mais de mon point de vue, je pense que là, Husserl bute, il y a un point de butée dans la réflexion. Pourquoi? Parce que autant je peux réduire mon flux, je peux réduire le monde à cette tasse de café, oui, ça c'est bien possible. Mais si je peux faire ça avec une tasse de café, je dois le faire avec autrui. Et à ce moment-là, je dois trouver la possibilité que autrui ne soit pas autrui, mais soit telle ou telle personne singulière, particulière, celle à laquelle je parle, celle à laquelle je m'adresse. Voilà. Alors, vous passez chez le pharmacien, Doliprane comme d'habitude, et nous nous retrouvons lundi prochain. Bon week-end.